Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de clustering de variables qualitatives. Alors, remettons les choses en perspective. Je suis en train de préparer mes TD pour mon cours de clustering, mais je vais essayer de construire les vidéos de manière à ce qu'elles servent à tout le monde. Et là, je suis en train de préparer la séance sur les clusterings de variables. Alors, les clusterings de variables, généralement, sont peu comprises par les étudiants, hein. Ils se disent, ceux qui ont fait un peu de statistiques disent, mais nous, on a fait les clusterings d'individus, on fait jamais les clusterings de variables. Mais si, en réalité, on cherche des patterns, des structures dans les données, on peut les chercher dans les lignes de votre tableau individu variable, comme on peut chercher dans les colonnes. Tout à fait d'accord là-dessus. Alors, c'est en fait une deuxième vidéo que je suis en train de faire là, parce que la première, je l'avais faite ce matin, tout simplement, qui est là, où je parlais des clusterings des variables quantitatives cette fois-ci. Voilà. Alors, bah, l'idée, on peut aussi la mettre sur les variables qualitatives, hein, c'est ce que je vais développer ici. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Alors, elle est où la subtilité? C'est qu'en fait, une clustering de variables qualitatives, si on prend les variables en bloc directement, tout simplement, hein, les variables avec l'ensemble des modalités, on peut trouver des groupes, parce qu'on peut définir une mesure de similarité très facilement, ensuite en déduire une mesure de dissimilarité, et ensuite faire les calculs. Mais à la sortie, on a des résultats qui sont pas très vraiment interprétables. Alors, je prends un exemple ici. Alors, la base que je vais utiliser, c'est la base des votes au congrès. Voilà, c'est une base qui est très connue, qui est relativement ancienne. Voilà, et l'idée, c'est que je vais l'ouvrir, comme ça on verra ce qu'il y a dedans. Voilà, on a des individus, hein, des parlementaires américains, voilà, qui sont affiliés soit au Parti républicain, soit démocrate, et on a recensé les votes sur différents thèmes, hein. Voilà, le budget, l'adoption du budget ou pas, ainsi de suite. L'aide au San Salvador, le Nicaraguan Contras, enfin tout un tas de choses. Très bien. Alors, à cette occasion-là, donc les parlementaires ont voté soit oui, soit non, soit autre chose que oui ou non. C'est-à-dire, soit il n'a pas pris part au vote, soit il était absent, soit il a voté blanc, enfin autre chose que oui ou non. Donc c'est pas des données manquantes, c'est pas des données manquantes. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de trouver tout simplement les votes concomitants. C'est ça l'idée, hein, trouver les votes concomitants, hein. Quand il a voté oui au budget, est-ce qu'il a voté oui ou pas au physicien de Fifreeze, hein? C'est le gel des taxes pour les médecins, hein. Très bien. S'il a voté oui au budget, est-ce qu'il a voté oui en fait, à l'aide au San Salvador, ou bien il a voté non, ainsi de suite. Voilà. Alors, après coup, il faudra voir quels sont les votes qui sont associés, donc ici à, à la, à l'affiliation politique. Est-ce que c'est plutôt un républicain ou est-ce que c'est plutôt un démocrate? Voilà. Alors, si on fait, donc, voilà les données qu'on va utiliser, hein. Si on fait un clustering de variables brutes, on peut tomber sur des résultats comme ceci. Donc, c'est développé dans le support qui est en ligne, hein. Donc, je vous laisse regarder. Vous avez l'URL qui est en haut, là. L'URL, il est là. De toute manière, vous le trouverez sur cette page-là, hein. La page de clustering, elle est là. Voilà. Et vous le trouverez sur cette page-là, hein. Il est là. Avec les données d'ailleurs. Très bien. Et si on arrive là-dessus, on peut tomber sur des résultats comme ceci. Voilà. Alors, on voit, il y a un lien entre le vote pour le San Salvador et le vote pour Nicaraguan, voilà, mais on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont voté LED ici? Est-ce qu'ils ont voté yes ici? C'est la même chose que voter yes ici. Ou bien les personnes qui ont voté là yes ont en fait voté non ici. Et pareil pour budget physicienne. Ils sont liés, les deux variables sont liées. Mais est-ce que le vote yes du budget, en fait, sera équivalent à voter yes pour physicienne? Ben voilà. Donc, il y a une analyse supplémentaire qu'il faut absolument regarder, justement, c'est le croisement des données. Et là, on voit, hein, si on prend budget physicien, que les deux variables sont fortement liées. Vous avez le V de Kramer qui est là, hein, voilà. En revanche, on voit bien que, et voter yes pour le budget, en réalité, ça revient, les personnes qui ont voté yes au budget ont pour la plupart voté non, en fait, pour le physicien. Voilà. Donc c'est pour ça que la classification des variables brutes, de variables catégorielles brutes, en réalité, elle n'est pas si informative que ça. C'est un peu, on a des résultats, hein, on voit les structures de liaison, on voit les structures dans les données, mais ils sont pas très lisibles. C'est pour ça que généralement, moi, je propose plutôt qu'on analyse donc la classification des modalités. Voilà. Et obtenir des résultats comme ceci. Là, on voit bien les structures de vote cette fois-ci, hein. On voit que ceux qui ont voté donc yes pour le physicien ont voté non pour le budget, ils ont voté yes pour l'éducation, hein, l'aide à l'éducation, j'imagine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a bien l'information. Mais en traitant les modalités,
comment définir une mesure de dissimilarité sur les modalités et comment en déduire hein, une mesure de distance par la suite. Alors moi, je me suis basé, je vais mettre la référence ici sur l'article de Abdallah et Saporta. Il est très bien fait et ça explique bien les différents éléments. Et je me suis calé là-dessus pour en fait programmer déjà dans Tanagra, d'une part, parce qu'elle est programmée dans Tanagra, et aussi pour préparer mon support de cours. C'est ce que j'ai utilisé. En fait, l'idée est très simple. Toujours, quand on est dans une classification automatique, c'est définir une mesure de similarité. Voilà, donc là, c'est entre les modalités. Et là, pour le coup, on l'a ici, là. Je vais remonter là-dessus pour qu'on voit bien. Classification des modalités. Il faut définir une mesure de similarité entre les modalités. Voilà. Et une fois qu'on a défini la mesure de similarité entre les modalités, on déduire une mesure de distance. Alors, la mesure qui était proposée dans l'article d'Abdallah et Saporta, c'est l'indice de 10. Donc là, on a le carré de l'indice de 10, là. Hein, c'est 0,5 fois l'écart, en fait, la distance euclidienne entre les modalités, entre les deux colonnes, tout simplement. Et ensuite, pour avoir la distance, il suffit de prendre la racine carrée. Voilà. Donc, c'est très simple. Une fois qu'on a une mesure de distance entre les modalités, on peut faire des clusterings de modalités. Sans problème, faire une CRH. Hein, on obtient ce type de résultat. Alors, en réalité, ce que je montre là, j'ai déjà écrit sous forme de tuto. Hein. Je l'ai écrit sous forme de tuto dans 2013. Hein. Ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans, le temps passe vite, hein, c'est incroyable. Voilà, mais je l'avais fait sous R à l'époque. Bah oui, Python à l'époque, je connaissais pas trop bien. 2013, non, j'avais pas exploré Python encore. Donc mon idée ici, justement, et c'est ce qu'on fera en TD pour les étudiants qui seront avec moi, voilà, on va le faire sous Python. Mais sur une autre base. Ah non, je veux pas que la séance soit un copier-coller, on est d'accord. Hein. Donc là, je reprends donc la base des photocongrès. Mais vous, voilà, vous en TD, voilà, vous aurez une autre base qui est tout aussi marrante, tout aussi marrante. Voilà. Pour les autres personnes que j'ai pas en TD, bien évidemment, je mettrai en ligne également. Il y aura la vidéo, bien sûr, mais surtout, je mettrai en ligne également. Là, vous avez la référence déjà, hein, voilà. Et sous cette référence-là, vous avez ici la base et le code R, et je mettrai en ligne également donc la base, enfin le notebook Python. Comme ça, vous pourrez travailler dessus. Voilà. Bien. Après ce petit préambule-là, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai préparé l'affaire ici. Voilà le notebook. Bien sûr, j'avais préparé. Hein. Donc, toujours comme d'habitude, il faut charger les données. Hein. Le fichier de données, je viens de montrer. Hein. De toute manière, on va le charger là. On va voir. Boum. Très bien. On a bien ici les variables actives. Donc, c'est le vote budget, c'est le vote pour le thème physicien, c'est le vote pour le thème Salvador, ainsi de suite. Et là, la variable illustrative qu'on va utiliser, c'est l'appartenance politique. C'est soit républicain, soit démocrate. Très bien. Donc, j'ai chargé les données, il n'y a pas trop de difficultés ici. J'affiche toujours les infos, on voit bien qu'il n'y a pas de données manquantes. Voilà. Et on a bien 7 variables, numérotées de 0 à 6, et il y a 435 observations, individus. OK. Une fois qu'on a ça, très bien, je vais isoler les variables actives, hein, les deux budget jusqu'à éducation. Ici, affiliation, c'est une variable illustrative par la suite. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je prends de la colonne 1 de budget jusqu'à la dernière. Et je prends toutes les lignes, bien sûr. Là. Et on a bien les colonnes ici, budget, ainsi de suite. Alors, dans le cours, là, on voit bien. Alors, il faut que j'affiche un peu le cours. Voilà. Il faut qu'on calcule ici l'indice de 10. Et l'indice de 10, ou de dice, je ne sais pas très bien comment le dire, je ne sais pas pour le coup là, je dis 10, c'est plus facile. Hein. Voilà. Euh, il faut d'abord qu'on transforme, qu'on fasse un codage disjonctif complet. On le voit ici. Hein. Voilà. Et en fait, c'est une distance euclidienne entre les colonnes de modalité. C'est ce que je fais ici. Hein. Voilà. Je vais faire ici le codage disjonctif complet. Et en mettant le drop first égale à false, ça veut dire que j'enlève pas la première modalité qui servirait de référence. Non, je la garde. Donc je garde toutes les modalités. Toutes les modalités. Donc on le voit bien ici. Hein. Budget, il y a 3 modalités. Non, never et yes. Ensuite, pour physicien, il y a 3 modalités. No, never, donc vote no. Pour le thème physicien de freeze. Never, physicien égale à yes, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a bien fait ici un codage disjonctif complet. Une fois qu'on a ça, je vais calculer donc l'indice de 10. Là, c'est plutôt le carré. Hein. On voit bien qu'il y a un carré là. Très bien. Donc j'écris une petite fonction. Bon, j'aurais pu ne pas le donner pour ce que j'ai en TD, mais je veux pas qu'on perde du temps là-dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de donner ici la solution. Donc là, ça va être un petit copier-coller. Voilà, mais bon, point trop n'en faut non plus. Hein. Mais bon, voilà, comme ça vous avancez dessus. Donc là, j'écris une petite fonction, tout simplement, qui prend en entrée 2 colonnes du tableau qui a été codé en 0,1 et qui calcule l'indice de 6. Donc 0,5 fois la somme des écarts au carré. C'est bien ce qui est écrit là. Hein. Hop là.
Donc je lance, voilà, il a chargé la fonction mémoire, et du coup, je vais calculer donc les distances par paire de modalités. C'est ce que je fais ici. Alors bon, on pourrait faire différemment. Je pense qu'il y a une manière de faire différemment sans faire trop de boucles. Voilà, mais là, bon, pour le coup, j'ai fait une boucle parce que moi, je dois expliquer la solution aux étudiants. Et si je commence à faire une fonction de la mort, là, les étudiants, je vais les perdre au milieu. Ils vont voir un truc super complexe, ils n'arrivent pas à le lire correctement, du coup, ils savent pas ce que c'est, hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de manière très, très scolaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je transforme le data frame panda en une matrice NumPy, parce que c'est plus facile à manipuler. Et ensuite, pour chaque paire de modalités, voilà, j'ai créé une matrice de valeur 0 au départ, et pour chaque paire de modalités, je remplis avec le résultat de l'appel de la fonction sur les deux colonnes, K1 et K2. Ensuite, je prends la racine carrée, pour avoir la vraie distance. On est d'accord là-dessus? Et j'affiche les 5 premières lignes et 5 premières colonnes. Alors, on le voit ici, c'est bien une matrice symétrique, et sur la diagonale principale, j'ai la valeur 0. Sinon, c'est pas une distance. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Très bien. Donc, on a les différents éléments là. Bon, je ne vais pas commenter en détail, voilà, mais on a le résultat. Alors, ça, je l'avais expliqué dans cette vidéo aussi, rappelez-vous, j'avais expliqué dans cette vidéo aussi qu'on va utiliser la CAH de SciPy, ou SciPy, enfin le truc quoi, voilà, et que du coup, pour pouvoir utiliser la CAH de cet outil-là, de cette librairie-là, il faut qu'on vectorise la matrice de distance, exactement comme sous R, ou quand on a une matrice de distance calculée, il faut faire un asdist pour la transtyper en format R convenable, et ensuite en lancer la hclust. Ben là, c'est pareil, il faut qu'on vectorise la matrice, pour pouvoir lancer la CH. Donc c'est ce que je fais ici, c'est ce que fait Squareform. Très bien, boum, voilà, et on voit bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il prend la partie uniquement triangulaire supérieure, il vire les zéros, ça sert à rien de garder les zéros, parce qu'on sait que c'est zéro sur la diagonale principale, et le 9,53, il est là, ici le 14,56, il est là, 13,56, il est là, 9,53, il est là, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a mis comme ceci, on peut lancer la CAH et j'utilise la méthode de Ward. Je pourrais utiliser d'autres méthodes, peut-être. Bah ça, c'est peut-être qu'on fera ça en TD. On a ici. Allez, zou. Voilà, méthode de Ward. Qu'est-ce qu'on a? On a les numéros des variables et on a les distances d'agrégation. Donc, donc la variable 1 et la variable 4, voilà, il les a fusionnés à cette distance, à ce palier d'agrégation-là, et du coup, on a un groupe de 2 maintenant. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, c'est pas très intuitif, Là, du coup, c'est les hauteurs de palier d'agrégation. Par exemple, je pourrais vous demander de faire un petit graphique pour qu'on voit les coudes. Et ça nous donnerait une idée du nombre de groupes à déterminer. Voilà. Ou bien, l'autre piste, bien sûr, mais là, vous la connaissez, c'est que je vais dessiner le dendrogramme. Alors, c'est ce que je dessine ici, mais voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les modalités et on a les différentes agrégations possibles jusqu'à ce qu'on agrège toutes les modalités. Alors, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, je l'ai vu qu'après coup que je ne l'avais pas dit, c'est qu'au départ, on ne connaît pas le nombre de groupes, puisqu'on n'a pas vu le graphique. Donc, le rôle de color threshold, là, c'est de dire que la valeur de coupure, c'est la distance 0, ici. Bah, du coup, il n'y a pas de coupure possible, on est d'accord. C'est pour ça que les couleurs sont homogènes. Voilà, Donc, le color threshold, en fait, ça va définir donc, le seuil à partir duquel on va découper dans le dendrogramme. Voilà. Si je le mets à 0, ça veut dire que je suis ici à la racine, du coup, on ne découpe rien. Donc, c'est pour ça qu'on voit une couleur uniforme ici. On est d'accord là-dessus, Très bien. Alors là, bon, pas besoin d'un prix Nobel pour voir que en réalité, c'est 3 groupes. Euh, Souvent, dans les RCAH, le résultat évident, c'est 2. Mais même là, dans ce cadre-ci, 2 semble moins évident que 3. Donc, c'est vraiment 3. Là, pour le coup, il n'y a pas à tortiller. Là, voilà. Donc, je vais couper pour 3 groupes. Pour couper en 3 groupes, il faut que je choisisse un seuil qui soit dans cette zone-là, entre ici la partition en dessous et le fait qu'on est regroupé au-dessus. Entre cette hauteur-là et cette hauteur-là. Donc, moi, cette zone-là, je dois couper. Dans cette zone-là. Par exemple, je prends 15. Si je coupe à 15, voilà, je trace une droite là, et on a bien groupe 1, groupe 2 et groupe 3. C'est pour ça que c'est ce que je fais ici. Donc, c'est parce que j'ai pas bien expliqué tout à l'heure, je me suis rendu compte parce que je vais très vite, mais bon, vous avez le code en ligne, donc vous voyez très bien les idées. Voilà. Mais bon, expliciter les choses, c'est pas plus mal non plus. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, je redessine le dendrogramme, voilà, et je mets comme seuil, cette fois-ci de découpage, la valeur 15, c'est-à-dire là. Et on aura bien les 3 groupes. Ici, ce sera ce groupe-là. Quand je coupe là, c'est ce groupe-là. Quand je coupe là, c'est ce groupe-là. Voilà.
Et voilà, on a des couleurs, donc là, un peu orange, orange, oui, je dirais, vert et rouge. Voilà. Donc on a coupé à 15 là. Ça aurait été pas mal qu'on trace une ligne là, hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que je vous le demanderai d'ailleurs. Ah, ça serait pas mal ça, hein. Là, c'est un graphique, donc là, on a fait un plot là avec Matplotlib. Donc rien ne nous empêche de faire une ligne là et de couper ici. Ah, ça peut être pas mal ça, hein. Peut-être que je vais le rajouter dans la fiche de TD. Ça serait intéressant ça. Bon, moi je continue. Alors, là, du coup, donc j'ai découpé en 3 groupes, voilà, et on a dans le premier groupe, voilà, les concomitances de vote. Donc les personnes qui ont voté non pour physicienne ont voté oui pour budget, ont voté non pour éducation, ont voté oui pour Nicaragan, ainsi de suite. Les personnes qui ont voté yes pour physicienne ont voté non pour budget, ont voté yes pour éducation, ainsi de suite. Et les personnes qui se sont pas prononcées ni non ni yes, bah en fait, c'est des personnes qui se prononcent jamais, hein. Il y a un petit, ça doit être des Normands en fait. Voilà, il y a des Normands dans le Sénat américain. Voilà, ils se prononcent jamais, hein, voilà, physicien Nair, voilà, never, voilà, ils se prononcent pas sur tous les sujets. Voilà, ça peut être une politique aussi, hein, voilà. Très bien. Donc, on voit bien les structures de vote. C'est tout l'intérêt de la classification des modalités. En classifiant les modalités, voilà, en créant des groupes de modalités, on voit les concomitances. C'est une sorte de règle d'association. C'est une sorte d'item set fréquent, voilà, qu'on peut déduire après sous forme de règle d'association, hein. On a des items set fréquents. On peut le voir, hein. J'avais fait le cours sur les règles d'association, là, il y a une semaine, même pas, cette semaine-ci, hein, voilà. Et à un moment donné, je parlais des co-occurrences. Voilà, bah, c'est une forme de co-occurrence, là, hein. On aurait pu trouver des choses similaires avec des règles d'association, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, du coup, je vais vraiment faire la coupure et récupérer les groupes d'appartenance. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, ici, la modalité 1, il est dans le groupe 3, la modalité 2 est dans le groupe 2, la modalité 3 est dans le groupe 1, donc là, ici, la modalité 4 est dans le groupe 1, ainsi de suite. Voilà. Alors bon, on sait maintenant, parce qu'on a vu la vidéo précédente, que en réalité, les groupes sont numérotés de bas vers le haut. Donc la modalité 1, là, le groupe 1, il est là, groupe 2, groupe 3, hein. Mais bon, c'est quand même mieux de le faire confirmer, hein. Donc déjà, hop, je vais comptabiliser les effectifs par groupe. Ben là, ils sont uniformes. Dans le groupe 1, il y a 6 modalités. Dans le groupe 2, il y a 6 modalités. Dans le groupe 3, il y a 6 modalités. Ensuite, je vais énumérer donc les variables, cette fois-ci, hein. Enfin, je vais énumérer les modalités dans chaque groupe. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc, je récupère les groupes, les identifiants de groupes, 1, 2 et 3, et je vais récupérer donc les variables, les noms de modalités correspondantes, au groupe 1 d'abord, puisque G prend la valeur 1, puis au groupe 2, puis au groupe 3. Voilà, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc le groupe 1, c'est budget égale yes, physicien égale anneau, Salvador égale anneau, ainsi de suite. Et c'est bien ça. Euh, ah bah physicienne égale à yes. Ah, c'est plutôt ici le 1 pour le coup. Ah, c'est marrant ça. Les numéros sont arbitraires, donc il a décidé que le 1 c'était ici. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Donc c'est bien plutôt dans ce sens-là qu'il le voit ici, hein. Ah bah tiens, c'est marrant. Très bien. En tout cas, là, on a bien la confirmation. On a bien la confirmation. Et le dernier groupe, là, c'est plutôt, c'est celui-là, en fait. Physician no. Voilà. Non, physician yes. Qu'est-ce que je dis, moi? Non, non, c'est bien ça, en fait, hein. Budget yes, physician no, c'est bien là. Ça, c'est le groupe 1. Voilà. Et ensuite, on a ici le groupe 3 et ici le groupe 2. Bon, très bien. Bah, vous verrez. De toute manière, vous verrez. C'est pour voir si vous suivez, en fait. C'est ça l'idée. Mais non, ils sont bien 1, 2 et 3 ici. C'est bien ça. C'est bien ce qu'on voit ici, hein. Le groupe 1, c'est yes, no, physicien, ainsi de suite. Et budget yes, no, physicien, ainsi de suite. C'est bien là. Bien. J'ai failli m'embrouiller tout seul. Une fois qu'on a ça, il y a la variable illustrative. Rappelez-vous, hein, la base, elle est là. Je vais la voir 2 secondes, hein. Il y a cette variable-là. Une fois que j'ai trouvé les concomitances de vote ici, il faut que je me pose la question de qu'est-ce qui se passe sur l'affiliation. Est-ce que les gens qui ont voté non budget et yes physician et ainsi de suite sont plutôt des démocrates ou plutôt des républicains? C'est ça l'idée. Tout simplement, je vais calculer l'indice de 10, tout simplement, avec les groupes. C'est ce que je fais ici. Donc, de nouveau ici, donc euh, pour l'affiliation politique, je vais créer, donc du coup, les indicatrices 0,1. Pareil. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour chaque groupe, je vais calculer donc la moyenne du carré de l'indice de 10.
avec les modalités qui composent le groupe. Hein. Alors, je me suis amusé, hein. Ça, c'est le plaisir de l'informaticien, c'est de faire du code la ligne de la mort qui fait tout. Hein. Mais bon, essayons de voir ça. Donc, le lock ici permet d'isoler donc les colonnes. Et là, dans ce cas-ci, j'isole les colonnes qui vont correspondre au groupe G. Le groupe, la première valeur de G, c'est 1. Ensuite, la deuxième valeur de G, c'est 2. La troisième valeur de G, c'est 3. Très bien. Une fois qu'on a ça, donc, à ce stade-là, voilà, j'ai les modalités, donc les colonnes de modalités qui correspondent au groupe 1. Qu'est-ce qui se passe? Je vais appliquer une fonction pour chacune des colonnes. Donc, chacune des colonnes, c'est axis égale 0. Et quelle est la fonction que j'appelle? Je la définis à la volée. Pour chaque colonne, j'appelle le carré de la fonction de 10, voilà, entre la colonne en question et la colonne de 0,1 de démocrate, qui est là. Vous avez vu? C'est ça l'idée. Ensuite, une fois qu'on a ça, tout ça, on a ces différents éléments-là, une fois qu'on a ça, on a un vecteur là. On a un vecteur de valeur, hein, qui est le carré de l'indice de 10 pour chacune des modalités, relativement donc à la modalité supplémentaire qui est démocrate. Qu'est-ce qui se passe? Je calcule la moyenne. Je fais ça pour le groupe 1, je fais ça pour le groupe 2 et je fais ça pour le groupe 3. Et ça me donnera le degré de liaison entre les groupes, voilà, et l'affiliation démocrate. C'est ce qu'on fait ici. Je lance ça. Voilà. Et on a ici les valeurs. Et finalement, les démocrates sont surtout liés au groupe 1. Alors, c'est quoi le groupe 1? Du coup, je vais lancer une petite capture là pour qu'on voit bien les choses. Voilà. Tac. Je récupère ça. Tac. Et je mets ça ici. Et je mets les résultats. On voit bien, en fait, que les démocrates sont surtout liés au premier groupe. Et le premier groupe, c'est quoi? C'est les personnes qui ont voté yes au budget. Hein, on le voit ici. Hein, voilà. Ah, on peut mettre des couleurs. Très bien. Rouge, on va dire. Yes au budget. Donc les démocrates sont plutôt les personnes qui ont voté yes au budget, qui ont voté non pour Physician, qui ont voté non pour San Salvador, qui ont voté yes pour Nicaraguan, qui ont voté yes pour les missiles et qui ont voté non pour l'éducation. Je ne sais pas quel est le rapport avec l'éducation ici. Est-ce que c'était, je ne sais pas, faut regarder les États-Unis des années 80. Voilà. Très bien. Donc on voit bien. En revanche, ces démocrates-là ne correspondent pas à ce groupe-là et ne correspondent pas à ce groupe-là. Encore moins à ce groupe-là. On voit les résultats, hein, 130 ici, et encore moins ici, 186 ici. Donc voilà. Donc ça nous permet d'avoir les résultats. On aurait pu faire ça avec un clustering d'individus. C'était une possibilité également avec les valeurs test, avec les différents éléments. Mais en faisant un clustering de modalités, on a aussi cette nature de résultat-là. Hein. On voit les co-occurrences de vote et on arrive à associer cette co-occurrence de vote-là avec l'appartenance politique, qui est en fait qui est la variable illustrative. C'est une des modalités de la variable illustrative. Hein. Ces personnes qui ont fait ces votes-là sont surtout des démocrates. Hein. On a fait ici ce qu'on voit ici. Hein. Démocrate. Voilà. Alors, en TD, on aura à peu près les mêmes idées, mais sauf qu'on va aller un peu plus loin, hein, sinon c'est pas marrant, on est bien d'accord là-dessus. Déjà, c'est sur une autre base. Et surtout, une de mes idées, c'est qu'on va essayer de coupler cette histoire de clustering de modalités avec l'ACM. Donc, on va utiliser un package, hein, je vous demanderai, c'est F-Analysis d'Olivier Garcia, excellent package qui permet de faire des choses vraiment intéressantes hein, en termes d'analyse factorielle. Hein, voilà. Et il faut l'installer, hein, vous l'installez à la volée dans le notebook avec pip install donc F-Analysis et point d'exclamation pip install F-Analysis. Et une fois qu'il sera installé, vous avez un tuto qui est là. Voilà. Sauf que bien sûr, il ne faut pas reprendre ce tuto-là tel quel, on est d'accord là-dessus. Hein. Nous, on va travailler, vous allez à peu près faire les mêmes choses, mais avec nos données. Voilà. Et à un moment donné, se posera la question des regroupements des modalités. Voilà. Et dans le repère factoriel, on va voir les proximités entre les modalités et voir la concordance des résultats avec les clusterings des modalités qu'on a fait avec la démarche que je viens de décrire là, ici, dans ce notebook-ci. Voilà. Mais excellent travail à tous.